It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire de 45 minutes au cours duquel nous allons aborder le maintien de la valeur d'un patrimoine vacant au travers de la sécurisation temporaire. Pour ce faire, j'ai avec moi pour animer cette discussion Éric Chalumeau, commissaire divisionnaire honoraire de la police nationale, dirigeant de Surtis, société de conseil en management des risques. Nous avons également Franck Nicole, directeur général délégué de l'OJIREM, bailleur social PACA, donc basé dans le sud. Et puis enfin, Arnaud de Jagère, directeur général adjoint de la société VPCitex. Merci à vous, messieurs. Je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet, puisque le temps est compté. Pour vous, Arnaud de Jagère, j'ai une question au niveau du contexte. Où en sommes-nous avec la vacance comment se déroule le marché aujourd'hui à ce sujet-là? Alors bonjour à toutes et tous, quelques mots sur VPCitex en 2 minutes pour vous dire que VPCitex est l'entreprise leader européenne et en France du marché de la sécurité du patrimoine vacant et de la sécurité des chantiers de construction. Nous avons 30 ans cette année, donc nous fêtons nos 30 ans et nous sécurisons à peu près en France autour de 30 000 sites, même plus de 30 000 sites. Voilà. Alors, le contexte du marché actuel est assez particulier. Il est en forte évolution sur les 18 derniers mois. Bien sûr, le marché de la sécurisation du patrimoine vacant a été impacté par l'effet Covid et l'effet pandémie. On va dire qu'on distingue 2 choses. Un mouvement sur le marché de l'habitat social, où là nous sécurisons plutôt évidemment des logements d'habitation. Et l'effet de la pandémie a eu 2 effets. Un premier effet, c'est qu'il y a eu moins de mouvements de locataires, donc nous avons sécurisé nos sites et les logements sur des périodes beaucoup plus longues. Et puis deuxièmement, les projets en rue, les projets de rénovation urbaine que les bailleurs sociaux mettent en œuvre tout au long de l'année, ont pris du retard et d'ailleurs sont de plus en plus longs sur le marché. Donc un nouvel effet sur le fait que la durée de la vacance s'est étendue. Sur le marché plutôt tertiaire, industrie et commerce, la pandémie, il y a eu beaucoup de fermetures d'établissements, donc nous avons dû sécuriser plus de sites. Et puis, nous avons tous changé nos habitudes de travail. Le télétravail est entré dans nos métiers, ce qui veut dire que aujourd'hui, mais surtout dans les mois et les années à venir, des milliers de mètres carrés de bureaux vont se vider. Donc, il faudra sécuriser à nouveau de nouveaux sites, d'une façon différente que dans l'habitat social. Mais on veut dire que donc, le marché, il bouge à la fois parce que la durée de la vacance, la durée du vide est plus longue aujourd'hui, donc il faut sécuriser plus longtemps, et puis plus de patrimoine à sécuriser. Donc oui, ça a un effet sur nos clients. Un, parce que leur budget s'agrandit, donc il faut essayer de gérer et mettre en place des solutions innovantes. Et puis 2, parce qu'il y a une tension dans le marché, dans le sens où on nous demande de faire des services de plus en plus nombreux sur des durées plus longues. Donc par exemple, pour être innovant et ne pas laisser des services et des systèmes ou des produits installés pour sécuriser un produit sur des périodes très très longues, on va proposer des solutions, par exemple de mise en place de gardiens temporaires, de résidents temporaires, qui permettent à nos clients de baisser leur budget et d'avoir des solutions de sécurité optimales avec moins de charges. Donc j'allais dire que notre métier change, nos clients nous demandent plus de services, plus de suivi de leur patrimoine, de trouver des solutions innovantes, et puis nous considèrent aujourd'hui non plus comme un fournisseur de produits, mais plutôt un prestataire de services à qui ils vont donner la gestion de la sécurité de leur patrimoine.
Voilà les grands éléments du marché. D'accord. Donc si je comprends bien, on assiste à une sorte de mutation, à une conscientisation de la maîtrise du risque de la Absolument. vacance Absolument. et c'est quelque chose qui n'existait peut-être, qui existait moins auparavant. Je pense que l'effet pandémie a fait s'accentuer les choses, mais c'est quelque chose qui va durer. Voilà. D'accord. On va sécuriser de plus en plus, enfin c'est rentré plus dans les mœurs. Ouais. C'était bien sûr connu sur l'habitat social, on en parlera avec Lucie Nicole tout à l'heure, mais j'allais dire notamment les métiers du commerce, de l'industrie et des bureaux tertiaires. Je veux dire aujourd'hui, il y a une prise de conscience de ces entreprises-là sur l'impact de la sécurité du patrimoine vide. Voilà. D'accord. On peut dire que le cycle de la vacance est devenu complètement, on n'est plus sur un système d'entrée et de sortie, on est vraiment... Absolument. Aujourd'hui, quand quelqu'un met en chantier, construit un bien, l'opère pendant un certain temps, commence à le vider pour le détruire et le construire, sur toute cette période-là, qui va être, je sais pas, une période de 20 ans, nous allons sécuriser le chantier, la construction, la commercialisation, les échanges de locataires. Lorsqu'il faudra vider un immeuble pour derrière faire de la rénovation urbaine, il faudra aussi sécuriser le bien, et puis pendant la période de démolition. Donc j'avais dit, la sécurité est présente pendant toute la vie, au long de la vie d'un patrimoine. Voilà. Et c'est ce que vous ressentez, vous, Éric Chalumeau, sur dans l'accompagnement que vous réalisez avec vos clients, cette conscientisation de la vacance, de la gestion du risque? Est-ce que vous avez vu un développement Alors, on a malheureusement, j'ai envie de dire, en tant que citoyen, on a un développement de la vacance, mais qui est un effet induit, de causes qui sont beaucoup plus profondes. Aujourd'hui, on a un développement de nouvelles formes de marginalisation sociale et urbaine. On est quand même dans un pays qui traverse une grave crise de cohésion. Il y a une polémique sur les chiffres de la sécurité et de la délinquance en ce moment, mais on le voit bien, nous, dans les diagnostics, on voit bien que les atteintes aux personnes augmentent. Donc et c'est la contrepartie du défaut de cohésion sociale. Donc de toute manière, et j'ai envie de dire que la question de la vacance, donc nous on la rencontre, elle est omniprésente cette question, mais c'est un effet induit de causes sociétales profondes, et on n'en a pas fini avec ça. Donc nous on la rencontre aussi bien dans notre mission d'audit de sûreté globale, où on travaille avec des bailleurs, des collectivités, mais beaucoup aussi, on est une ancienne filiale d'une grande foncière tertiaire, ICAD, une ancienne filiale de la Caisse des dépôts, donc on travaille beaucoup, on est très spécialisé en sûreté immobilière, on va dire, aussi bien tertiaire, commerce, logement social. Donc là, nos commanditaires veulent des plans d'action priorisés sur la durée, et bien sûr, avec les bailleurs sociaux, on ne peut pas ne pas parler d'un phénomène qui aussi induit de la vacance ou du risque, c'est-à-dire que ce sont des territoires qui sont disputés. L'immeuble est un enjeu pour des trafics, et en 10 ans, on a vu s'accentuer dans des conditions considérables les trafics de stupéfiants qui posent de nombreux problèmes. Maintenant, derrière ce terme de vacances, il faut décomposer, je ne veux pas être trop long, mais il faut décomposer ce terme selon le type de bien. On peut parler de vacances. Complètement, exactement. On peut parler de vacances sur des territoires, sur des terrains, avec des installations illicites. On peut parler de vacances à l'échelle de grands immeubles tertiaires ou à l'échelle de petits immeubles d'habitat. Donc selon le type de bien, selon la nature aussi de la vacance. Vous avez des vacances qui sont structurelles. On démolit, on a un plan en France, on a un plan considérable de démolition avec l'Agence nationale du renouvellement urbain. La vacance, elle est structurelle. Mais vous avez aussi une vacance qui est très importante, y compris dans le tertiaire, qui est une vacance d'obsolescence, c'est-à-dire des immeubles qui ne sont plus au goût du jour, notamment en termes énergétiques, et qui vont être délaissés. Puis maintenant, vous avez une vacance que les bailleurs appellent technique, c'est des petits travaux de transformation, d'isolation thermique, on va vider une cage d'escalier. Voilà, donc derrière ce terme, il y a des biens qui sont de nature différente, il y a des causes qui sont de nature différente, puis il y a une géographie qui est différente. Si je reviens sur l'habitat, on a des zones tendues, où il y a une rotation, où il y a très peu de vacances, sauf des vacances administratives ou juridiques, si vous voulez passer d'un bail à l'autre. Puis vous avez des zones détendues, où vous avez des taux de vacances à 2 chiffres, qui sont considérables. Quoi qu'il en soit, à chaque fois, vacances voulues ou vacances subies, il y a le risque c'est l'occupation par des personnes sans droit ni titre. Donc ça, c'est peut-être un autre volet dont on parlera après. D'ailleurs, Franck Nicole, justement, la sécurité, j'imagine que ça vous parle pour réagir aux propos de Éric Chalumeau. Chez vous, est-ce que c'est un sujet qui grandit
en interne cette préoccupation de la sécurisation de la vacance? Bien sûr, M. Chalumeau l'a complètement exprimé. Hein. On est sollicité sur différents sujets en termes de vacances. On parle effectivement de vacances stratégiques, quand on parle de projets en rue, de zones de bâtiments à démolir, où il faut effectivement gérer la période où les logements sont libérés par les familles qui ont été relogées. On reste dans un milieu occupé malgré tout, avec des logements qui continuent d'accueillir des familles qui vivent dedans. Il faut s'assurer qu'effectivement cette vacance stratégique soit bien contrôlée, je dirais, et par là éviter les squats. Donc on a une période qui parfois est peut-être longue, on parle de 2 ans dans certains cas, pour vider complètement un immeuble. Donc là, avec des vrais risques de squat, mais pas que. Il y a également des risques de vol à l'intérieur des logements vacants, des personnes qui viennent voler du matériel, des éléments techniques. Donc ce sont des sujets qui sont particulièrement préoccupants pour nous en zone en rue. Et puis également une vacance, je dirais, technique que M. Chalumeau exprimait effectivement, à la fois sur les zones détendues, à la fois sur les zones tendues. On ne raisonne pas de la même façon, effectivement, quand on a affaire à de la vacance sur des quartiers qui peuvent être sensibles. On peut avoir également des risques de squat par les gens des différents réseaux de deal, pardon. D'accord. Rapidement, un projet en rue, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que cela représente pour vous? Il me semble que vous avez à peu près 700 projets de transformation dans le cadre des projets en rue. Si vous pouviez expliquer en quelques mots ce que ça représente pour vous. Alors, un projet en rue, c'est un projet de renouvellement urbain qui consiste effectivement à recalibrer, je dirais, un quartier en imaginant des constructions neuves, en imaginant des démolitions, en imaginant évidemment de gros projets de remise à niveau du parc locatif. Ça prend du temps, il y a énormément d'interlocuteurs qui interviennent sur ces projets-là. On peut être parfois sur des sites où plusieurs bailleurs sont concernés par ces projets. Et dans ce contexte, il faut effectivement prévoir une sécurisation des logements. Et, au regard de la sécurisation, il me semble, moi quand je pense à l'époque, si je puis dire, avant, nous avions des gardiens qui étaient chargés de gérer les entrées et venues et le respect de la tranquillité des résidents. J'ai l'impression que c'est un métier qui disparaît et à ce titre-là, il n'y a plus forcément de barrières pour contrôler la tranquillité des résidents. Comment vous palliez à ça aujourd'hui justement? Quelle est votre action au regard de cette mutation des métiers et de l'environnement? Alors, c'est ce que vous dites, c'est le métier de gardien ne disparaît pas, fort heureusement. Il évolue. On a connu une époque où effectivement, on parlait de régisseurs, des gardiens qui étaient de permanence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui avaient l'obligation effectivement de surveiller le parc, qui était vraiment à disposition des habitants. Et dans ce contexte, ils étaient logés sur place et étaient garants, je dirais, de l'occupation des logements et permettaient par ce biais-là de s'assurer qu'on limitait les squats. Et quand on avait un squat, on en avait immédiatement connaissance et on pouvait réagir. Le métier a évolué, fort heureusement. Les gardiens ne sont plus forcément logés sur site, particulièrement sur les groupes compliqués. Et dans ce contexte, la surveillance est moins présente par les équipes du bailleur. Et dans ce contexte, effectivement, il faut qu'on trouve d'autres solutions pour sécuriser nos logements vacants. D'accord. Et c'est quelque chose que vous... Il y a un autre sujet également que j'aurais voulu évoquer. On est de plus en plus concerné par la résorption de l'habitat insalubre, particulièrement à Marseille. Ah oui, d'accord. C'est aussi le rôle d'un bailleur social que de s'engager dans des projets de résorption de l'habitat insalubre. Et dans ce contexte, on peut avoir des risques sur certains bâtiments, je dirais non pas d'occupation de logement, mais d'occupation des bâtiments eux-mêmes, de locaux communs sur des immeubles qui sont vétustes et qui présentent des risques techniques majeurs, avec des risques d'effondrement. Et là, il faut qu'on soit particulièrement vigilant également en matière de sécurisation. Oui, j'imagine que votre responsabilité peut être engagée au regard de la mise en danger de la vie d'autrui, si, imaginons, il se passait quelque chose sur ces bâtiments vétustes. Tout à fait. D'accord. On parle là pour le coup, mais je crois que M. Chalumeau, je n'ai pas tout entendu parce que j'ai eu un petit problème de son au démarrage, mais je crois qu'il a été évoqué également les problèmes je dirais de sécurisation des chantiers, qui est un vrai problème aussi. Quand on construit des immeubles neufs, il faut qu'on s'assure que
personne ne vienne complètement, bien sûr, voler des éléments d'équipement au fil et se mettre en du danger. temps, tout au long du chantier. C'est un autre sujet, mais c'est également de la sécurisation D'accord. immobilière. D'ailleurs, Arnaud de Jagère, est-ce que dans le cadre de votre accompagnement, vous avez constaté cette mutation dans les métiers, dans la prise en charge de la sécurité? Est-ce que vous aviez affaire aux mêmes personnes il y a quelques années? Est-ce que vous constatez vraiment, on va dire, la constitution d'équipes dédiées à la sécurisation Alors, ce qui est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, nos clients, nous travaillons plutôt en mode projet, avec des audits préalables en fonction du projet qu'il y a à sécuriser. Effectivement, sécuriser un projet en rue, c'est pas la même chose que aller sécuriser un immeuble, en centre-ville dont on prend l'acquisition. J'allais dire que vraiment ce travail de mode projet, ou sécuriser une friche industrielle, ou sécuriser un chantier, donc j'allais dire qu'on va proposer différentes solutions dans différents univers en fonction du projet du client. Et j'allais dire que de notre côté, en tant que prestataire de service, on va monter une équipe projet dédiée à ce que veut faire notre client, et derrière on lui conseillera et on lui apportera notre support nécessaire, et on sera présent à des moments bien ciblés dans la phase de la vacance ou du vide de son bien. Ce que l'on ressent, c'est que nos clients sont habitués à travailler en mode projet. Ça, c'est vraiment la bonne chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont vraiment besoin de support, ils ont vraiment besoin d'avoir un accompagnement à proximité, et surtout de s'occuper de leur métier, et de ne plus s'occuper de la sécurisation précisément, mais de dire j'ai un projet en rue, mon métier c'est de vider pour reconstruire, réhabiliter, et de déléguer ce service à un partenaire, voilà, tout simplement. Est-ce que du coup, je vous pose la question à tous les trois, est-ce qu'on peut dire que la sécurité diffère du privé, du public, du social, de l'industrie? Est-ce que vous pensez, Éric Chalumeau par exemple, quel est votre avis sur, vous qui conseillez, accompagnez beaucoup d'entreprises également? Alors, c'est très différent, en effet, entre le tertiaire, où on a des modes de property et de gestion qui sont délégués à des syndics, et le logement social, où c'est le propriétaire qui est gestionnaire et qui continue à habiter sur place. Vous continuez à avoir une part significative des gardiens logés sur place. Si je prends Paris Habitat, qui est un des gros bailleurs, 130 000 logements, 1200 gardiens, il y en a 80% qui continuent à être logés sur place en contrepartie. C'est très différent en matière de gestion, de gestion tertiaire. Et aussi une autre différence, c'est la spécialisation des entreprises. Vous avez des petites entreprises, des petites unités tertiaires où il n'y a pas forcément une madame ou un monsieur sûreté ou sécurité. Hein, et alors que si on prend les bailleurs sociaux, aujourd'hui, on a un réseau de 250 ou 300 référents. Donc il y a une forte professionnalisation. Donc voilà des éléments de différenciation. Néanmoins, des outils qui sont des outils techniques ou juridiques qui sont communs. D'accord. Franck, Nicole, vous de votre côté, j'imagine que vous gérez effectivement votre patrimoine vacant comme une entreprise du privé, dans le sens où vous avez vraiment à cœur une gestion optimale de toute la vacance, qu'elle soit courte, de longue durée, sur votre périmètre, dans la région notamment PACA qui est assez dense et active, il me semble. Alors, il y a effectivement un enjeu financier à gérer correctement nos logements vacants, hein, et effectivement, dès lors qu'on parle de squat, on parle de revenus qui sont en pure perte, hein, puisque qui dit squat dit pas de rentrée locative. Et dans ce contexte, on se doit effectivement d'être particulièrement vigilant à notre gestion du parc vacant. D'accord. C'est intéressant de savoir également, au travers de vos près de 24 000 logements locatifs sociaux que vous gérez, la volumétrie que peut représenter la sécurisation de sites vacants, de logements vacants tout au long de l'année. Ça représente pour vous quel volume environ Alors la vacance, la rotation, c'est à peu près 5%, hein, donc on a une vacance à peu près à ce niveau-là, avec, encore une fois, je disais tout à l'heure, une vacance stratégique sur un certain nombre de logements voués à être démolis. Et dans ce contexte, on essaye d'innover sur de nouvelles méthodes de gestion
en faisant état effectivement de dispositifs, on va dire électroniques, qui nous permettent de mettre aussi nos collaborateurs en sécurité. Ah oui. On a une problématique effectivement de ce point de vue-là sur les secteurs sur lesquels on a effectivement une présence importante des réseaux de deal, où les collaborateurs peuvent être soumis à des pressions exercées par ces réseaux sur des remises de clés, sur des menaces, enfin voilà. Et dans ce contexte, on essaye de faire en sorte que, avec VPCitex, qui est un prestataire, mais qui, de mon point de vue, est avant tout un partenaire, c'est en réfléchissant collectivement qu'on arrive à faire évoluer les dispositifs. Et on teste effectivement de nouvelles solutions, je dirais, plus modernes, où on n'a plus de clés à gérer. Je pense particulièrement à la Smart Door, où on peut avoir effectivement recours à l'électronique pour ne plus avoir cette problématique de gestion de clés et de risque de menaces exercées sur les collaborateurs de Logirem pour qu'on remette ces clés au réseau. Bien sûr, l'électronique, on le voit, c'est un élément qui s'introduit dans tous les secteurs. On ne peut pas faire sans l'électronique aujourd'hui. D'ailleurs, quelles sont les tendances, on va dire, en matière d'outils et peut-être d'appréhension de la gestion du risque? Comment l'électronique s'appuie comment s'appuie-t-on sur l'électronique pour avancer sur la sécurisation, qu'elle soit plus optimale, efficiente? Quel est votre point de vue d'ailleurs là-dessus, Éric Chalumeau? Je vais y répondre. Je vais compléter aussi sur la question des statistiques et de l'importance de la vacance. Dans l'habitat, il n'y a pas que les logements qui sont vacants. On parle surtout des logements vacants avec les squatteurs. Mais vous avez des parkings entiers, des parkings en infrastructure, des parkings en ouvrage, des parkings souterrains qui ont été abandonnés, qui ne sont plus loués pour des raisons d'insécurité. Et ça représente aussi pour le propriétaire un manque à gagner et puis un défaut de qualité de service pour les usagers, où vous avez du stationnement de surface complètement chaotique. Vous avez des pans entiers de sous-sol, des caves qui sont vacantes parce qu'on n'arrive plus à les maintenir en sécurité. Donc il ne faut pas se focaliser non plus que sur le logement. Et si on parle du tertiaire et de la seule région Île-de-France, vous avez 55 millions de mètres carrés tertiaires construits, et aujourd'hui on est à 12%. Avec un petit effet Covid, on était à 9, donc c'est considérable. 6 millions de mètres carrés vacants. Combien sont protégés? Une infime partie. Donc on est quand même face à un océan, si j'ose dire, de phénomènes vacants avec des défauts d'usage et de qualité de service, et une vraie pénalité, notamment pour les habitants. Est-ce qu'on n'aurait pas également une sorte de déficit de sûreté, c'est-à-dire qu'il y a des endroits de non-droit, des lieux de non-droit, ou une sorte de tacite accord avec les occupants qui occupent illégalement certains endroits? Est-ce qu'on a ce type également de problématiques quand on voit des quartiers ou des caves ou des parkings un peu squattés, mais entre guillemets on ferme les yeux parce que on n'est pas en mesure de reprendre possession? Oui, je pense que Franck Nicole, il a des exemples. Récemment, on travaillait pour un bailleur sur un plan d'action de sûreté. On a 600 mètres carrés de locaux associatifs qui sont occupés, on va dire, par d'autres personnes que des associations qui ont quitté le terrain, qui ont déserté. La nature a horreur du vide, et là on a des activités diverses et variées, donc qui sont globalement illégales ou ludiques, vous voyez ce que je veux dire? De l'occupation aussi, c'est pas toujours que des grands trafiquants là-dedans. Il y a de l'occupation, il y a une petite salle de fitness qui se met en place, donc c'est vraiment un phénomène qui existe beaucoup. Et pour répondre, peut-être on approfondira sur la question des moyens électroniques. Il y a une vraie dialectique ou un rapport entre l'innovation technologique, on vient de parler d'une innovation avec la Smart Door, et la capacité. Et on pourra peut-être parler d'un référentiel où pour chaque propriétaire, il doit y avoir quand même un plan d'action. Et en permanence, quand il y a une innovation technologique, elle interroge les procédures internes et l'organisation sur le plan humain. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est cette dynamique entre les innovations électroniques, techniques et les capacités pour les bailleurs ou pour les propriétaires en général à s'organiser. D'ailleurs, en parlant d'innovation électronique, Franck Nicole parlait de la Smart Door. Alors, comment VPCitex accompagne et évolue dans ces outils de sécurisation? Alors, c'est vrai qu'on parle de sécurité. Sur les 2 dernières années, j'allais dire, les évolutions technologiques sont vraiment présentes. Sur l'aspect électronique, alarme, vidéo, les systèmes sont de plus en plus
entre guillemets porte en acier anti-squat. Aujourd'hui, la technologie est présente, comme le disait Monsieur Nicole. On peut ouvrir une porte non plus entre guillemets difficile, complexe, qui met en risque aussi ses salariés. Donc on peut ouvrir une porte avec un smartphone, on peut donner l'accès temporairement en une seconde en chargeant une application, en envoyant un email à quelqu'un. Si une entreprise a, je sais pas, des travaux à faire ou doit rentrer dans un logement, on peut lui donner un accès temporaire de quelques heures pour que la personne puisse rentrer. Donc tous ces outils périphériques permettent de bien piloter, de savoir qui est entré, qui est sorti et de monitorer l'ensemble des outils que l'on met en place sur un projet d'un client. Donc ce sont des portes électroniques, ce sont des systèmes d'alarme, des nouveaux systèmes vidéo intelligents et puis des plateformes extranet sur lesquelles nos clients peuvent gérer leur patrimoine par exemple. Donc tous ces aspects nous aident, j'allais dire, dans la gestion des nombreux sites à sécuriser. D'accord, donc oui, notamment Franck Nicole, j'imagine que pour vous, les portes Smart Door vous permettent vraiment de déléguer la sécurité et l'accès à l'entreprise, aux prestataires, et puis de contrôler, de protéger vos collaborateurs, j'imagine, dans les quartiers tendus où finalement c'est une sorte de mise en danger en allant sur site. Là, quelque part, si on parle de l'expérience de Monsieur Nicole, effectivement, ce projet, c'était plutôt de récupérer des biens, en tout cas, sur une zone de trafic ou de deal importante et à fort risque, on va dire. Donc ça permet à la fois de positionner des systèmes électroniques derrière des portes électroniques, de donner l'accès à distance et de ne plus laisser la clé à un gardien qui va... Et puis c'est aussi de faire des interventions, par exemple de lever de doute avec des partenaires de sécurité, mais on va dire un peu élevés, parce que nous sommes sur des quartiers assez difficiles, hein, Monsieur Nicole. Alors, tout à fait, hein, c'est jumelé à un système de caméra. On peut effectivement être informé qu'il y a une infraction commise et que dans ce contexte, on peut faire intervenir une société de surveillance pour vérifier que les choses sont en ordre. Si elles ne le sont pas, on a moyen de réagir tout de suite avec les forces de l'ordre pour pouvoir récupérer le logement qui éventuellement aurait été forcé. Alors, je voudrais revenir également sur ce qu'a dit M. Chalumeau concernant les parkings. Effectivement, une problématique de parking vacant. Mais en matière de sécurisation, on a aussi un fort enjeu sur les parkings qui peuvent être malgré tout occupés, loués. Ou dès lors qu'un événement un peu compliqué de personnes qui s'introduisent et qui cambriolent l'intérieur des véhicules ou qui squattent la nuit dans nos parkings, si on n'a pas de dispositif de sécurisation, très vite les locataires sont amenés à donner congé et on se retrouve avec des parkings qui étaient loués et qui deviennent du coup vacants. Hein. Encore une fois, plus il y a de monde dans un parking, plus les places sont occupées, plus la sécurité se généralise et plus les gens se sentent, je dirais, en sécurité. Donc on réfléchit également à pouvoir mettre en place des systèmes de surveillance par caméra, en mettant en place également un système de traitement de l'image en temps réel avec des centres de surveillance, qu'ils soient urbains ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est pas forcément évident de pouvoir se raccorder à des centres de surveillance urbains. Voilà, on teste différentes choses, mais il faut être vraiment innovant en matière de sécurité. Et l'électronique nous aide vraiment dans cette démarche. Justement, ça me fait penser, vous savez, à la tendance avec l'électronique au smart building. Il me semble que vous l'aviez évoqué, Éric Chalumeau. Est-ce que c'est une tendance qu'on va retrouver désormais auprès des bailleurs ou des entreprises? Je sais que le smart building consiste à avoir toutes les interfaces, toute la périphérie d'outils de sécurité, de connectivité connectés. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment dans la sécurité connectée également aux autres périphériques de gestion d'un bâtiment? Alors là, il y a une différence d'avancée considérable entre les immeubles tertiaires qui sont aujourd'hui, qui ont complètement intégré la sûreté électronique dans un ensemble de smart building, d'immeubles intelligents, comme on dit, qui vont gérer toutes les fonctions techniques du bâtiment, la clim, les ascenseurs, la prévention incendie. Donc cette forte intégration, elle est déjà là, elle est en place.
avec d'ailleurs un risque cybersécurité sur cet aspect-là des choses. On peut s'introduire dans ces systèmes via une caméra, puisque maintenant tout est numérique. Et on est un petit peu plus loin en termes de conception neuve de logement, parce que là on parle de promotion de logement, mais la tendance est bien ancrée, d'autant que en termes de conception de sûreté, prendre des mesures conservatoires, parce qu'on n'est pas obligé de tout faire tout de suite en sûreté. Vous pouvez avoir des mesures conservatoires en termes de câblage, en fonction des usages aussi de l'immeuble. Selon que vous avez un immeuble qui est monopropriétaire, c'est beaucoup plus facile que lorsque vous avez un immeuble qui est en copropriété, si vous voulez, où les usages pourront être différents d'un propriétaire à l'autre. Donc la tendance, elle est bien amorcée et je pense qu'elle va véritablement, se confirmer. D'accord. Et en revanche, une question me vient à l'esprit. Avec ces mutations, ces changements, jusqu'où la responsabilité des bailleurs en termes de prise en charge de la sécurité ou de l'entreprise va-t-elle être déléguée à un prestataire? Voilà. La frontière, il me semble qu'elle devient quelque peu un peu fine entre ce que vous faites, ce que les entreprises vont prendre en charge. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'on assiste à une vraie mutation ou est-ce que... Alors la frontière, elle est poreuse. Néanmoins, il y a quand même des règles. Il y a des règles. Donc, on est dans un pays où la sécurité publique, c'est-à-dire la capacité de porter atteinte à la liberté pour s'assurer d'une personne, c'est-à-dire la contrainte, l'exercice de la contrainte, de la coercition, reste un monopole d'État. La tranquillité publique, c'est-à-dire la gestion quotidienne du stationnement, des petits troubles, c'est une compétence du maire. Et la tranquillité résidentielle, c'est une compétence du bailleur, qui n'est pas un acteur de sécurité publique, qui est un partenaire des deux précédents, c'est-à-dire des villes et de l'État, mais qui lui doit faire ce qu'il a à faire dans le cadre de la gestion de ses baux, des règlements intérieurs, et peut-être on en parlera, il y a de plus en plus, quand on regarde les lois de sécurité intérieure au cours des 15 dernières années, vous avez quand même à chaque fois des obligations du coup légales maintenant pour le bailleur, notamment en termes de ce qu'on appelle prévention situationnelle, c'est-à-dire sur l'éclairage, sur la sécurité des parkings, sur le contrôle d'accès. Néanmoins, le bailleur reste un acteur de tranquillité résidentielle et il n'a pas de compétences de sécurité publique ou de tranquillité publique, il n'a pas de pouvoir de police à ce jour. Même si, c'est un autre sujet, il peut faire assermenter judiciairement certains personnels pour constater un certain nombre de petits troubles et de petites atteintes au patrimoine, ce qui est évidemment une avancée dont se saisissent d'ailleurs de très nombreux bailleurs. Mais au regard de l'électronique justement, puisque l'électronique c'est quand même le traitement de données, on va dire vidéo, personnelles, comment cette mutation de l'outil peut impacter finalement le l'OJIREM, notamment face à ces données, cette sécurité vidéo. Je pense que pour répondre à cette question, il faut reposer les termes de ce que j'appelle moi la loi d'airain de la sûreté, c'est-à-dire les trois points essentiels: protection, contrôle d'accès et ensuite surveillance seulement. Donc ça, c'est une stratégie. D'abord, on se protège. Alors ça colle à votre... On se protège. Non, mais parce que mettre une caméra sur un site qui n'est pas protégé, ça n'a pas de sens. Donc se protéger, ça veut dire se protéger contre l'intrusion. Alors ça peut être des systèmes de clôture qui peuvent être très belles d'ailleurs, bien architecturés, mais même dans la conception d'une clôture, il ne faut pas qu'il y ait un muret, il ne faut pas qu'il y ait de marchepied. Donc se protéger, premièrement, un système d'empêchement, ça peut être une porte, et en pensant aux trois cercles aussi, c'est-à-dire l'environnement extérieur, l'entrée dans l'immeuble et l'entrée ensuite dans l'appartement. D'accord. Premièrement, se protéger. Deuxièmement, contrôler les accès, c'est-à-dire s'assurer pour un propriétaire que les personnes qui sont dans son enceinte sont légitimes pour y être, avec les moyens de contrôle d'accès, de traçabilité. On vient d'en donner un exemple. Et troisième temps, seulement la surveillance. Une caméra n'est jamais un moyen de protection. Le terme de vidéoprotection, c'est du marketing politique. La caméra est un moyen de surveillance qui permet de faire des choses très utiles, de renvoyer de l'information. Donc je pense que quand on pense technologie, il faut véritablement penser aussi cette stratégie et ces trois étapes, et qu'est-ce qu'on met comme technologie à chacune de ces trois étapes. Mais d'ailleurs, ça fait partie de vos piliers
en termes d'offres de services, protéger. Absolument. Ce que disait M. Chalumeau, c'est qu'aujourd'hui, on ne met pas un système de vidéosurveillance si autour, il n'y a pas d'autres éléments qui font... Voilà, on ne va pas faire de la sécurité uniquement avec un système de vidéosurveillance. Néanmoins, beaucoup de bailleurs aujourd'hui ont des projets, notamment dans le domaine, pour sécuriser, pour surveiller, parce qu'il est nécessaire de surveiller des cages d'escalier, des entrées d'immeubles, des parkings. Oui, ce que l'on essaie de déployer aujourd'hui chez nos clients, c'est une solution de triple protection intelligente, en fait, qui est basée sur 3 grandes expertises, évidemment, de notre métier, que sont la protection physique, protection physique avec des systèmes acier, des systèmes de portes, de panneaux, des choses comme ça, avec des systèmes électroniques, de l'alarme, de la vidéo, des tours de vidéosurveillance sur des friches industrielles, par exemple. Et puis, on reste quand même aussi avec de la protection humaine, avec la mise en place d'agents de sécurité de différents types, suivant les quartiers dans lesquels on intervient, mais aussi avec des choses innovantes comme mettre des gardiens temporaires ou des résidents temporaires en lieu et place sur un logement ou un bureau ou du tertiaire que l'on aura transformé en logement pendant une durée déterminée. Voilà, et avec ces 3 éléments, nous arrivons à mettre en place des systèmes de sécurité sur toute la vie d'un patrimoine pendant ces périodes où il est libre. Voilà, ça nous permet d'avoir différentes positions, différentes propositions à nos clients. Oui, d'avoir une approche globale et pas uniquement monoservice. Exactement. Un client sait qu'il va détenir un patrimoine dans les prochaines semaines. Nous faisons un audit avec lui. Le jour de la remise des clés, on va vite sécuriser le bien avec lui pour, faire en sorte qu'il soit sain. Nous réalisons des inspections au fur et à mesure en laissant des outils électroniques ou acier. Et puis, par la suite, si c'est sur une période très très longue, eh bien, on adaptera nos systèmes en fonction de cette durée. Puis le jour où il faudra libérer ce patrimoine, eh bien, on enlèvera des outils, on mettra les clés à nos clients. Donc, j'allais dire on va faire évoluer nos protections et nos systèmes en fonction des souhaits de notre client puis de ce qu'il a à faire. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur un aspect, nous travaillons quand même dans un domaine de l'urgence, où il faut être présent 7 sur 7, 24 sur 24. Être réactif, voilà, et puis être très réactif, ça reste quand même la base de notre métier. Voilà. D'ailleurs, Franck Nicole, à ce sujet, pour rebondir par rapport à ce que dit Arnaud de Jagère, en termes d'approche de service. J'imagine que effectivement vous n'êtes pas là que pour poser des portes acier uniquement, vous avez vraiment une approche globale. Qu'est-ce que ça implique pour vous d'avoir une sécurisation vraiment efficace, optimale? Qu'est-ce que ça représente pour vous au quotidien et peut-être un peu à moyen long terme? Ce que je disais tout à l'heure, vraiment établir un partenariat avec nos prestataires, être toujours dans la recherche de solutions efficaces, c'est adapter les outils, c'est adapter les moyens, c'est effectivement avoir une vraie réflexion sur la protection qu'on doit mettre en place en premier lieu pour pouvoir sécuriser les lieux, et puis ensuite développer des outils et des partenariats avec nos partenaires de sorte que on puisse vraiment être en recherche permanente d'efficacité sur ces sujets de sécurisation. D'accord. Effectivement, on est partie prenante oui, vous êtes coproducteur de la sécurité, vous êtes au même titre que le partenaire en charge de sécuriser l'ensemble de votre patrimoine. C'est ça, on doit permettre aux habitants de vivre, de jouir de leur bien en bon père de famille, et on doit assurer par ce biais-là une certaine sécurité, mais comme le disait encore une fois M. Chalumeau, c'est pas notre métier que d'assurer la sécurité dans certains endroits. Complètement. Par rapport à l'électronique dont on parlait tout à l'heure, j'imagine que la réactivité qu'évoquait Arnaud de Jagère, elle est essentielle. Et puis, sans traitement de l'information, il n'y a pas forcément de résultat. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin d'être dans la réactivité, une réactivité forte pour sécuriser et protéger au regard d'une action qui aura été constatée sur le terrain. Mais également, vous avez besoin de traiter, que cette information-là soit traitée rapidement. Et l'électronique, pour le coup, est vraiment un soutien et un atout. J'imagine, vous, avec le parc que vous gérez actuellement, c'est indispensable, j'imagine. C'est complètement indispensable. Il faut, encore une fois, faire évoluer nos outils.
Et s'il n'y a pas de traitement de l'information aujourd'hui en direct, on ne peut pas parler d'efficacité. Très clairement, en posant des caméras, c'est pas les caméras qui apportent effectivement de la sécurité, mais par contre, c'est l'élément déclencheur qui nous permet d'agir. Donc, dès lors que l'information est transmise, il faut absolument qu'on puisse agir en conséquence. Et c'est pour ça que dans ce contexte, on s'appuie également sur des sociétés d'intervention qui peuvent venir constater sur place ce qui se passe et régler le problème. Ou pas d'ailleurs, hein, si le problème n'est pas réglé et qu'il est trop compliqué, on agit avec d'autres moyens, en l'occurrence les forces de l'ordre. Ah ben oui, complètement. J'ajouterais un élément juridique à cette obligation de réactivité, c'est que lorsqu'il y a une occupation illicite, une intrusion dans un logement vacant, il y a ce fameux délai des 48 heures, bien sûr, qui n'est pas un délai que vous ne le trouverez dans aucune loi, c'est simplement le délai qui est communément admis par les tribunaux et surtout par les officiers de police judiciaire pour rester dans ce qu'on appelle le délai de la flagrance, un flagrant délit, c'est-à-dire un délit qui vient de se commettre ou qui s'est commis il y a peu de temps. Donc c'est plus une pratique judiciaire qu'une... Parfois, il y a pour un certain nombre de délits, la durée de la flagrance, surtout quand ce sont des délits qui troublent gravement l'ordre public, il y a des interprétations jusqu'à 7-8 jours. Mais restons sur nos 24 ou 48 heures, parce que parfois même, on a des officiers de police judiciaire qui sont très restrictifs. Donc on a une obligation à agir. Pourquoi? Parce que la plupart des... Le fait d'occuper un logement vacant n'est pas en soi un délit, hein, je vous rappelle. Pour qu'il y ait un délit, parce que si c'est un logement vacant qui est ouvert, il y aura une occupation illicite, il faudra une ordonnance juridictionnelle pour expulser la personne, mais ça n'est un délit que, bon, je ne parle pas de la violation de domicile, puisqu'on parle de logement vacant et qu'un domicile n'est jamais vacant. Mais pour qu'il y ait un délit, il faut qu'il y ait des voies de fait, des dégradations, etc. Donc on est dans ce fameux délai de flagrance pour que la police ou la gendarmerie nationale puisse se saisir des individus en flagrance et donc nous oblige à une réactivité, alors soit des modes de contrôle humain, mais l'électronique, enfin de notre point de vue, l'électronique, avec y compris d'ailleurs, ça peut être y compris des détecteurs de choc pour même avant des détecteurs d'ouverture. De sécurité juridique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas seulement se faire plaisir avec avec de la technologie pour de la technologie. C'est que si on n'a pas cette technologie, ben, ce ne sont pas nos gardiens qui prennent aussi des congés pendant le week-end, parce qu'à un moment donné, il faut être concret. Les gens ne sont pas là. Même quand ils sont logés sur place, c'est en contrepartie d'un service rendu, mais à l'époque où ils travaillaient, c'est fini. Donc vraiment, l'électronique est au service du juridique et vous n'aurez pas de réactivité des partenaires et des officiers de police judiciaire si vous n'établissez pas la flagrance. Et ça, c'est vraiment très important à noter. D'ailleurs, j'ai une question qui est arrivée, je pense pour vous, Arnaud de Jagère, de Mohamed, qui dit: existe-t-il une solution temporaire de vidéoprotection, notamment pour les sites ouverts où des personnes extérieures déposent de manière sauvage des encombrants? Est-ce que c'est quelque chose que... c'est pas de la vacance, certes, peut-être pure, mais les sites, les environnements extérieurs des entreprises qui sont peut-être sujets à... Temporaire, bien sûr, évidemment. C'est nos métiers, mais lorsqu'on parle de vacances, ça ne reste que temporaire. Donc évidemment, mettre des solutions vidéo d'une façon temporaire, oui, bien sûr, ça existe. Oui, c'est simple. Oui, ça se fait rapidement sur des périodes de quelques jours, quelques mois ou plus longtemps. Et oui, bien sûr, en extérieur, il existe typiquement des tours de vidéo aujourd'hui que vous positionnez sur une friche, sur un bâtiment ou plus simplement, si c'est pour surveiller un parking, on ne va pas mettre une tour, mais on mettra des systèmes temporaires sur un mât, sur quelque chose. Ce sont des solutions mobiles, il me semble. Ce sont des solutions mobiles, voilà, ce sont des solutions mobiles que l'on peut déplacer d'ailleurs en fonction du temps sur différents endroits. Et ces solutions aujourd'hui sont de plus en plus intelligentes, sont capables de dire si quelqu'un est rentré, si un camion est rentré, d'identifier la plaque d'immatriculation, de suivre, de faire de l'interphonie et de dire monsieur, vous êtes sur une zone qui est interdite, les forces de l'ordre sont ouvertes. Enfin, voilà, aujourd'hui, nous avons une panoplie de systèmes électroniques qui nous permettent de déployer des choses extrêmement rapidement pour surveiller effectivement ce genre de délits qui sont notamment, je viens sur une friche industrielle, y déposer mes gravats de chantier que j'ai fait à 5 km. C'est un problème très récurrent, il me semble d'ailleurs. C'est un problème très récurrent, on le rencontre beaucoup dans les zones de campagne.
excusez-moi, j'allais dire c'est une tannée pour les maires, mais c'est une chose très difficile et on intervient assez souvent d'ailleurs sur ce genre de prestations où l'on sait que fréquemment au même endroit, nous avons des dépôts et on nous demande pendant une semaine de venir positionner un système vidéo pour surveiller. Et puis on fait du flagrant délit tout simplement. Derrière, ça nous permet d'aller voir un officier de police judiciaire en disant voilà monsieur, la caméra, ce qui s'est passé. Et du coup, il peut y avoir interpellation. Et après, les forces de l'ordre font leur métier tout simplement. Oui, et puis il me semble d'ailleurs que pour les villes où les maires, les villes de moins de 5000 habitants, il y a une sorte de flou, pas juridique, mais de prise en charge de la sécurité où ces villes-là n'ont pas de dispositif, contrairement aux grosses villes de plus de 5000 habitants pour gérer les questions de sécurité, notamment périphérie de ville. Est-ce que c'est quelque chose qu'on... Alors, il y a une loi récente qui a été promulguée qui autorise les villes de plus de 5000 habitants à créer des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, si c'est à quoi vous faites allusion. Maintenant, vous avez raison de parler des petites villes, hein, parce qu'on n'est pas... La France n'est pas que très urbaine, si vous voulez. Et maintenant, vous avez une nouvelle compétence et vous avez une nouvelle carte des intercommunalités. Qui ont pris des compétences en matière de prévention de la délinquance et qui peuvent mutualiser des solutions. Ça, on y croit beaucoup. C'est-à-dire ce qu'on appelle des CSUI, des centres de supervision urbains intercommunal, qui permettent de mettre en réseau des petites communes, parce que les problèmes d'insécurité, malheureusement, et notamment les trafics de stupéfiants, vous les rencontrez. Moi, je travaille dans une agglomération des Cévennes en ce moment. Il y a une mère de 900 habitants. Elle a un trafic structuré autour d'un équipement public. Elle est sans réponse, 900 habitants. Oui, contrairement à M. Nicole, qui est peut-être plus structuré pour... C'est un gros village, il ne faut pas oublier ça. Et donc, les solutions intercommunales, les solutions de mise en commun de centres de supervision urbain intercommunal, elles vont beaucoup se développer. D'accord, oui, donc Franck Nicole, vous, je pense que par rapport à votre secteur sensible, PACA, notamment Marseille, vous êtes un peu plus aguerri en termes de gestion de dispositifs de sécurité mutualisés avec vos équipes sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est une expérience qui nous permet de mutualiser les moyens avec des confrères également. Hein. Je vous parlais de sites sur lesquels on était multi-bailleurs, on arrive à réfléchir collectivement et encore une fois en associant tous les partenaires nécessaires. Donc on arrive à être réactif et on arrive à gérer effectivement ces situations. Cela dit, comme dans tous les cas de délinquance, les délinquants arrivent à très vite modifier leur mode de fonctionner et du coup, il faut qu'on soit encore une fois très réactif et qu'on s'adapte à leurs nouvelles méthodes qui peuvent être très ingénieuses dans certains cas. J'imagine bien. En tout cas, moi, ce que je retiens de ce webinaire, merci messieurs, on arrive quasiment au bout de cette discussion. La vacance est un sujet à ne pas à prendre au sérieux, d'accord. On a des dispositifs légaux, certes. On a des prestataires tels que BPCITEX pour accompagner des bailleurs, mais également des entreprises du secteur privé, tertiaire et industrie. Est-ce que vous avez chacun un mot de la fin peut-être à dire à nos auditeurs de façon à leur donner des clés pour appréhender de façon vraiment efficiente ce sujet qui reste quand même majeur pour une entreprise ou un bailleur? Moi, j'ai deux choses à dire de nature différente, une de nature méthodologique et l'autre de nature légale. Méthodologique, c'est-à-dire que chaque propriétaire doit avoir son propre référentiel de prévention, d'alerte et d'intervention face à ça. Il ne peut pas y avoir un référentiel unique, mais en fonction de la nature de l'opérateur, qu'il soit préparé, qu'il ait ses procédures, qui fait quoi, comment, avec quel partenariat. Ça, c'est un des premiers éléments, je pense, importants peut-être à l'issue de ce webinaire. Le deuxième élément, il est peut-être, on fera un autre webinaire sur les conséquences de la fameuse loi sécurité globale qui a été promulguée le 25 mai, donc c'est pas vieux. Et là, manifestement, il y a des ouvertures en matière technologique, notamment une facilitation du renvoi d'images prises par des caméras de vidéosurveillance. Vidéosurveillance, c'est dans les espaces privés communs résidentiels, vers des opérateurs publics. Donc la loi est facilitatrice de ce point de vue et je pense qu'elle va nous permettre véritablement d'avoir beaucoup plus de réactivité et un partenariat opérationnel plus actif. Les bailleurs, comme d'ailleurs la gendarmerie ou la police, sont demandeurs. Donc on a cette ouverture législative qui est quand même intéressante à noter. D'accord, merci. Peut-être aussi pour dire qu'il existe des solutions. Donc j'allais dire que le vide appelle pas le risque, mais
plus un patrimoine est vide pendant une période assez longue, bien sûr, il y a du risque. Il existe des solutions. Faites de la prévention, de l'audit. Nous sommes un service d'urgence, mais faites des audits, demandez à vos prestataires de faire des audits. Et puis, la notion de temporaire, c'était la question, bien sûr existe. Lorsqu'on protège quelque chose, on le protège temporairement pour un projet qui se finira par la suite. Voilà, donc oui, ça existe, ces solutions existent sur le marché et évidemment, nous sommes présents. Voilà. Le dernier mot de la fin pour vous, Franck Nicole. Alors, je pense que pour le coup, tout est dit, hein, mais clairement, il faut être innovant, il faut être réactif. On parle de temporaire, simplement pour dire qu'il y a d'autres pistes également hein, sur l'occupation temporaire en zone en rue, hein, quand on a effectivement des immeubles à démolir. Je vous parlais tout à l'heure de périodes qui peuvent être longues en matière de vacances. Complètement. On parle de 2 ans. Peut-être peut-on réfléchir également à constituer tout un stock de logements temporaires pour accueillir des familles qui ont un besoin effectivement immédiat de logement, mais sur une durée relativement courte pour pouvoir effectivement continuer d'occuper ces logements différemment sans les laisser forcément vacants sur de longues périodes. Absolument. Ce qui n'empêche pas malgré tout d'avoir une réflexion sur la sécurisation des lieux malgré cette occupation temporaire. Complètement. En tout cas, merci pour ce mot de la fin. Si je puis dire, pour résumer cet ensemble l'ensemble de la discussion, c'est anticiper, organisez-vous de façon à réfléchir votre projet de sécurisation. Il existe des solutions de la sécurisation simple, hein, la porte acier, etc., jusqu'à la protection par occupation, donc en mettant des gardiens temporaires. L'électronique est votre atout également pour compléter votre dispositif. Donc si j'ai bien résumé, organisez-vous, consultez vos prestataires, faites des audits et surtout ne laissez aucun bien vacant. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Au revoir.